Bonjour et bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le 15e jour du premier mois de l'année 2025, une année que l'on vous souhaite heureuse et libératrice, une année qui risque de voir se produire quelques ajustements dans les secteurs de la santé, de la finance et de l'économie, entre autres, des thèmes sur lesquels nous voulions revenir en quelques épisodes afin de comprendre les racines du mal. Alors commençons ce soir avec Big Pharma, la perfide. Depuis Pasteur l'imposteur, on a vu la disparition des médecines naturelles et les investissements privés dans les facultés de médecine. On constate la familiarité du scénario de la grippe espagnole avec notre histoire récente. Propagande et nouvelles maladies ont fleuri au cours du dernier siècle. Comment s'est développé le complexe militaro-pharmaceutique? Oserons-nous parler de dépopulation? C'est ce que l'on va voir dans ce 8e épisode d'Escape Game avec Marco Duralex Sedlex. Bonsoir Marco, comment vas-tu? Bonsoir Fanny, bonsoir Hugo. Ben, toujours en forme quand il s'agit d'apporter des éclairages et des outils à nos bergers, hein, qui sont maintenant bien en place pour faire un bon boulot. Alors bonsoir Marco, bonsoir Hugo. Donc ce soir on va s'attaquer à Big Pharma, l'industrie pharmaceutique qui est souvent désignée par ce terme de Big Pharma, occupe une place vraiment centrale dans notre société moderne. Elle se présente comme la gardienne de la santé publique en apportant des traitements innovants et puis en sauvant des vies. Cependant, derrière cette façade philanthropique se cache une réalité bien plus complexe et pernicieuse. Les origines de cette industrie sont intimement liées au développement des dérives du pétrole au XIXe siècle, des dérivés du pétrole au XIXe siècle, qui ont permis des avancées majeures, non pas en médecine, mais en chimie, avec des médicaments de synthèse qui, pour la plupart, soignent des causes de maladies plutôt que de maladies elles-mêmes. Au fil des décennies, cette industrie s'est transformée en un gigantesque système marchand où les intérêts financiers priment sur les besoins réels des populations. Donc, cette émission propose d'examiner les origines historiques de Big Pharma, depuis l'essor de l'industrie pétrochimique jusqu'à la façon dont la santé elle-même est devenue un produit marchand. Nous analyserons avec Marco et Hugo les dynamiques économiques, politiques et sociales qui ont conduit à cette marchandisation. Et nous explorerons les impacts de cette évolution sur le système de santé et les patients du monde entier jusqu'à nous mener au scandale du Covid qu'on connaît bien. Donc, on va peut-être commencer par retracer les grandes lignes de la chronologie. Alors, les garçons, je vous laisse la parole. Alors, oui, bien évidemment. Et ce qui était incroyable, lorsque on découvre ça, lorsqu'on plonge dans toute cette histoire de la médecine. Alors, vous savez que moi, j'utilise des termes un peu crus, mais qui, au moins, là, maintenant, prennent tout leur sens. Alors, je ne parle pas de médecine chinoise, je parle de merdecine occidentale et de big pharmerde, parce que le problème que nous allons rencontrer, c'est que au lieu d'avoir une médecine qui soigne les causes et qui même au départ n'est rémunéré que si le patient guérit, eh bien, on a une médecine qui arrive en ne soignant que les symptômes. Et vous le savez aussi bien que moi, on reviendra peut-être là-dessus sur l'homéostasie, mais voilà, les symptômes font partie d'un système de guérison. Et déjà, ben, arrêter les symptômes, c'est arrêter la guérison de l'être. Mais en faisant cela, en ne soignant que les symptômes, eh bien, on abonne le patient. Il n'est pas maître de lui, on lui donne des médicaments comme des dealers, et lui, ben, il va croire la personne en blouse blanche qui a plein de titres, plein de diplômes derrière lui, issus de grandes écoles, comme on le verra, qui ont été sponsorisées. Et bien évidemment, ça pose toujours un problème, c'est que tant qu'on est naissant, tant qu'on ne sait pas qui est derrière les inventions, qui est derrière les doctrines ou les manières de guérir, hein, eh bien, c'est très difficile et on est comme les gens ont toujours peur de la mort, de la maladie, de la souffrance, eh bien, ils vont se jeter sur le premier prophète qui va leur dire ça c'est bon, moi je sais, je connais, j'ai découvert ça, je suis virologue, je sais, je maîtrise mon truc.
Et l'exemple emblématique de toute cette histoire, parce que c'est un fil, c'est un continuum, qui date de la moitié du 19e siècle, hein, en 1848, un peu même avant, 1843, pardon. Eh bien, on a un homme qui va être mondialement connu et qui va monter un des piliers actuels du scientisme. Vous allez comprendre pourquoi le scientisme, parce que on va lui donner tout crédit. On va lui donner tout crédit et notre émission de ce soir va nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants et de comment la supercherie pardon, a pu être montée jusqu'aujourd'hui. Et là, avec ce qui est arrivé, c'est le moment, c'est l'instant, parce que les gens veulent comprendre comment une vaccination a pu tuer autant de gens, a pu handicaper autant de personnes. Et vous le savez, avec moi, ben, on apprend les schémas, on apprend à porter le bon calque sur une situation et à se dire, mon Dieu, il recommence, c'est encore ça qui s'est passé. Alors, ben, en 1843, on a un petit gars qui rentre à l'école, il s'appelle Louis Pasteur, voilà. Et en 1843, ben, il sort agrégé préparateur de chimie. Donc le gars, il s'est bossé dans un labo, il s'est allumé des becs Bunsen, il s'est chipoté tout ça, il s'est préparé ses éprouvettes, donc c'est très bien. Il est agrégé préparateur de chimie. Ça, il rentre en 43 et il sort en 46. Il sort en 46 parce qu'il y a l'intervention de Jérôme Ballard. Voilà. Donc voilà, vous voyez, au départ, c'est un préparateur de chimie, quoi. C'est assez extraordinaire. Et vous voyez qu'en 1848, hop, le gars est nommé professeur de physique au lycée de Dijon et puis professeur suppléant de chimie à la faculté de Strasbourg. Vous dites, ouais, le gars, il est valable, hein, il s'est sorti les doigts et il y va. Ouais, seulement, ben, quand on apprend qu'en 1849, il épouse Marie Pasteur, qui n'est autre que la fille euh, de, du recteur de la faculté de Strasbourg, ça commence à devenir un peu embêtant. Mais bon, disons que voilà, ça peut arriver. Et puis, vous le verrez, si un jour vous faites un petit séjour en Franche-Comté, vous faites un peu de vélo à Dole, vous verrez que c'est toutes des grandes familles très particulières et que ben, à partir du moment où notre brave pasteur commence à faire des recherches, il est pris dans le collimateur de ses contemporains. Alors c'est incroyable parce que vous avez des contemporains. Alors j'essaye de retomber sur mon petit bouquin qui en parle. Pas de bol, je n'ai pas immédiatement. Vous avez des gens qui sont en opposition complète, des gens qui sont des médecins, qui sortent de l'académie de médecine et qui disent mais c'est pas possible, ce gars, c'est du n'importe quoi, donc il n'est pas question de lui accorder le moindre crédit. Il déclare ouvertement qu'il a découvert le vaccin, une technique pour prévenir de la rage, alors que les délais d'incubation ne sont pas passés. C'est vraiment, vous devez aller fouiller cette histoire-là et vous allez découvrir qu'il y a carrément des livres de contemporains de Pasteur qui, voilà, et ce n'est pas des gens qui luttent contre lui, puisque à l'époque, cette société qui est également déjà beaucoup imprégnée par la franc-maçonnerie, eh bien, se tient. Il n'y a personne qui va lâcher qui que ce soit. Donc là, on est vraiment face à un phénomène qui va donner lieu à une déification. Voilà, ça va devenir un dogme. La vaccination va devenir quelque chose de... On ne peut plus remettre en question la vaccination. Vous savez qu'en science, la science n'est une science qu'à partir du moment où elle peut être mise en question. Si vous ne pouvez pas remettre quelque chose en question, c'est un dogme et la science devient du scientisme. Donc, vous faites des recherches et puis, par exemple, si un jour vous vous baladez à Dole
et que vous allez à la mairie de Dole, vous verrez que quand vous êtes rentré dans la grande salle, dans la salle des 1000 pas de la mairie de Dole, sur votre droite, vous aurez un grand marbre noir avec la liste des donateurs. Et vous allez être agréablement surpris de voir que dans la liste des donateurs de la ville de Dole, où on a érigé des magnifiques statues pour Pasteur, où il y a un musée Pasteur, où il y a la loge franc-maçonne à côté du musée Pasteur, eh bien, vous allez voir que on a un beau donateur. Il y a un nom qui va tout de suite vous sonner bien à l'oreille, c'est le nom de John Rockefeller. Et là, ça nous rattache directement à quelque chose d'incroyable. C'est que, comme j'ai toujours plaisir à le dire, il y a des piliers comme ça dans la science qui ressemblent plus à des derricks au Texas qu'à des piliers de lumière. Et c'est la raison pour laquelle ça va être très intéressant avec Hugo de vous partager cette trajectoire continue de la pétrochimie et du financement des universités, du sponsoring des médicaments, des molécules issues de la synthèse de pétrochimie qui vont remplacer les médecines traditionnelles. Les médecines traditionnelles, bien évidemment, c'est à base de plantes, c'est à base des remèdes traditionnels, et ça, vous le savez, ça, c'est l'autonomie des gens. Chaque personne a dans son jardin de l'artémisia, des baies de sureau, de tout. Voilà, les jardins sont la pharmacie des gens. Et jusque-là, on n'avait jamais eu besoin de pharmaciens. Vous aviez les apothicaires, parce que certains ne pouvaient pas dans les villes, ils ne pouvaient pas avoir des jardins avec les herbes et les infusions ou autres remèdes. Et donc, on avait les apothicaires, mais voilà, c'était principalement de la pharmacopée naturelle. C'était des anciens remèdes qui étaient vendus. Donc, on fait bien le distinguo entre la ville et le restant de la France. Ben oui, parce qu'en fait, on est naturel, on est fait d'éléments naturels. Quoi de mieux pour se soigner que de le faire avec des ingrédients naturels? Notre corps sait les interpréter. Décider d'y mettre des éléments chimiques, ce sont des éléments naturels de synthèse. Et ceux-là peuvent éventuellement être moins complets, moins satisfaisants pour être reconnus par notre organisme. Mais alors, qu'est-ce qui a fait justement qu'on en est venu à décider de s'éloigner du naturel? Est-ce que tu voulais finir ton propos ou est-ce que je rebondis sur… Oui, mais merci aussi d'être mon guide dans mes explications, parce que voilà, vous savez, c'est toujours abominable. Et pour ceux qui, comme moi, ont eu un long parcours au niveau médecine, au niveau soins, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des horreurs. C'est que si vous prenez de l'artémisia annua, par exemple, eh bien, de l'armoise annuelle, eh bien, voilà, vous allez prendre une cuillère à café dans 250 millilitres d'eau le matin, une cuillère à café dans 250 millilitres d'eau à midi, et idem le soir. Et en espérant que ça va aller mieux. Parce que ça soigne la cause. Par contre, lorsque vous prenez du Doliprane, du paracétamol, hein, lorsque vous prenez de l'ibuprofène, clac, mais immédiatement, waouh, vous voyez, vous vous dites, je vais mieux. En fait, vous n'allez pas mieux. Simplement, vous avez cassé les symptômes et vous cassez la manière naturelle qu'a le corps de se mettre en homéostasie, c'est-à-dire de récupérer son état d'équilibre. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que le Fordisme a amené le travail à la chaîne, le Fordisme a amené les horaires, le travail, hein, vous savez, trépalium, hein, le travail, et donc on ne peut plus laisser le temps au corps de se réparer. Donc, vous savez, mes 3 cuillères à café d'artémisia quand j'ai une bonne grippe ou quand j'ai une infection dite virale, je prends ça. Non, 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 non.
je vais prendre mes Doliprane toute la journée pour être à 8 heures au boulot, me taper le périph' ou me taper l'autoroute. Et donc, vous comprenez comment les molécules de synthèse ont pris le dessus très, très rapidement sur les remèdes qui soignaient les causes et a transformé le malade en abonné aux pharmacies, en abonné aux prescriptions. Oui, Marco, je voulais ajouter par rapport à ce que tu es en train de dire, une petite anecdote sur le fait, tu sais que tu disais qu'on ne laissait pas le corps se reposer, etc. Je discutais de ça avec ma maman la dernière fois, et elle me racontait cette anecdote quand elle était une jeune femme, elle a contracté une infection, on ne savait pas trop quoi, elle avait de la fièvre, et le médecin lui avait prescrit des antibiotiques. Et au bout de 3 semaines d'antibiotiques, rien n'y faisait. Ils ont changé plusieurs fois les antibiotiques, rien n'y faisait, elle était toujours malade. Et à l'époque, les médecins de famille, comme on les connaissait autrefois, hein, qui nous suivaient, quelle que soit l'heure ou le jour de la semaine, lui avaient dit, tu sais quoi, on va arrêter tout, on arrête tout. Tu te mets au lit, tu restes couché et tu jeûnes. Et sa maladie est passée comme ça. Donc à l'époque, on avait encore des médecins qui avaient ce bon sens. Voilà, je voulais juste apporter cette petite anecdote. Voilà, parce que la médecine, celle-là même qui condamnait le procédé qu'a utilisé Pasteur, donc l'abomination qu'a fait Pasteur, eh bien, cette médecine-là a été dévoyée par la synthèse des molécules et le fait que les gens voulaient être débarrassés des symptômes sans être débarrassés de la maladie. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important. J'ai vu des super stages où on apprend aux parents à dire aux enfants, c'est bien, tu as de la fièvre, c'est que ton corps lutte, tu vas être fort, ça va, tu vas tenir le coup. Et l'enfant, pour lui, dans sa tête, c'est normal. Il a de la fièvre, c'est son corps qui réagit. C'est le meilleur des médicaments. La machine divine fait son taf et cet enfant, ça va bien se passer pour lui. Et ça se passe très bien. Je vous rappelle quand même que dans la médecine, hein, pas la médecine, hein, vous savez la différence maintenant, que dans la médecine, on a toujours ce délai de 72 heures. On a un délai de 72 heures. Et je vais donner un petit truc aux gens parce qu'on donne des boîtes à outils dans ces émissions. C'est que vous voyez immédiatement, les anciens médecins, ils passaient 2 à 3 fois quand un gosse ou quand une personne n'était pas bien. Ça veut dire que le médecin, il avait un film. Il avait un film de ce qui se passait, de votre montée en température, de comment votre température montait, de comment vos pulsations allaient, votre rythme cardiaque passait, votre pression artérielle. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, le médecin ne vient plus chez vous, c'est vous qui vous déplacez en étant malade et vous êtes soigné sur base d'un instantané. Si encore le médecin va prendre votre tension, votre température et vos paramètres et va même vous ausculter, si encore il le fait, mais lui, il va faire un diagnostic et comme il est en blouse blanche, vous allez le croire, mais il n'a pas vu l'évolution de la courbe de température, il n'a pas vu l'évolution de votre saturation en oxygène et de votre rythme cardiaque, il n'a pas vu l'évolution de votre pression artérielle. Voilà, est-ce que vous vous rendez compte que c'est le temps, c'est l'industrialisation et c'est le pognon à outrance qui a fait que on est passé d'une médecine où on soignait les causes à une médecine qui soigne des symptômes pour que les gens soient le plus vite possible sur pied et puissent produire. Voilà, puissent produire le plus vite possible. Et bien sûr, en mettant un maximum de panique, en mettant un maximum de stress, puisque forcément, hein, dès qu'on vous dit que vous allez mourir d'une grippe, non, on ne meurt pas d'une grippe. D'ailleurs, voilà, tout le monde le sait maintenant. L'épisode Covid nous a permis de le comprendre. Mais donc, il y a aussi une petite anecdote que je raconte volontiers jusqu'à ce que je sois contredit. Hein, mais vous savez qu'un un des premiers dérivés du pétrole au monde,
dans la médecine, ça s'appelle la vaseline. Je pense que quand on a dit ça, à un moment donné, on a tout compris. Voilà. Ça fait passer n'importe quoi, la pilule, elle passe toujours très bien dans quel que soit le sens. Donc voilà, on a cette industrie du pétrole qui va commencer à synthétiser des molécules, qui va blinder des pharmacies, parce que évidemment, il y a des choses qui fonctionnent très bien dans l'allopathie et dans la pétrochimie. Il ne faut pas jeter tout à la poubelle en même temps. Il faut aussi se dire que les herbes, vu la croissance de la population, ben, ça pouvait être soumis à des mauvaises saisons, de l'humidité, du mildiou, de la pourriture, des périodes de sécheresse où on perdait des plantes. Et donc, c'était un juste milieu que de pouvoir utiliser les produits dérivés du pétrole. Je rappelle à tous ceux qui connaissent les anciens remèdes que le pétrole en lui-même constitue comment, un remède, un ancien remède. On utilisait le pétrole pur pour soigner les gens. Ce qui est fou, c'est à dévier dans tous les sens. Et là, on est parti, pourquoi est-on parti de Pasteur l'imposteur? Parce qu'il a créé un pilier, un dogme du scientisme. Un des autres piliers, ça a été de dire que l'allopathie était plus rigoureusement tenue, plus rigoureuse, que c'était mieux comme ça, qu'il y avait de la statistique. Voilà. Et rappelez-vous l'épisode ici dernièrement Covid, où on a interdit toutes les anciennes molécules, les anciens remèdes qui fonctionnent à merveille, qui ont fait leur preuve dans des pays, dans des contrées, mais vachement plus grandes que l'Europe, voilà, tout simplement par des intérêts économiques. Alors une fois qu'on a compris, une fois qu'ils ont mis en place ce système, ils se sont dit, on a gagné, c'est clair. Là, maintenant, il faut juste trouver les bons leviers pour faire avancer l'histoire. Alors, vous savez qu'il y a quand même malgré tout un projet eugéniste chez les I2 et que ce projet eugéniste, eh bien, il avait un bon système qui s'appelait les guerres. Parce que les guerres, ça permet de réduire la population, ça permet économiquement, on le verra dans d'autres épisodes d'Escape Game, ça permet de faire des grands resets économiques. Quand plus rien ne va, hop, une petite guerre et on relance l'économie. Hop, hop, hop. Eh ben voilà. Les guerres, ça faisait quand même un peu. C'était pas très beau, hein, ça faisait plein de trucs. Mais par contre, les guerres, ça permettait des avancées. Waouh, la médecine de guerre, hein, ça en fait du boulot. Ça découpe des membres, ça fait des amputations. J'en ai parlé dans une autre émission. Je vous rappelle quand même que il y a quelque chose, vous allez voir, tout est un continuum. Hein. Je vous rappelle quand même que les gueules cassées de 14-18 ont permis des avancées incroyables. Allez voir les noms, les gens. Je vais pas le faire parce que c'est votre job d'aller faire chercher aussi sur les renseignements parce que c'est recoupé que je vous donne. Mais la chirurgie maxillofaciale des gueules cassées est le point de départ de la chirurgie esthétique et de la chirurgie reconstructrice. Et je vous invite vraiment, je vais rien dire, je vais pas le dire ici parce que j'aime évidemment la surprise. Je sais que en faisant des petits teasers comme ça donne l'envie aux gens d'aller gratter. Mais vous allez voir qu'il y a un continuum extraordinaire entre les gueules cassées de 14-18 et le programme LGBT de 2020. Ça va? Alors, cherchez, vous allez voir. Compter sur le fait que les gueules cassées, l'État leur avait autorisé une cagnotte sous la forme d'une loterie nationale. Et c'est à cette période qu'est né le loto, avec lequel on ne soigne plus vraiment ceux qui en auraient besoin, mais certains s'enrichissent pendant qu'on fait croire à la richesse éternelle à certains laquais de la République. Bref, tu as fait un pont parfait, Marco, là, en nous parlant de vaseline, en nous parlant de pétrole, en nous parlant des médecins aujourd'hui qui finalement continuent à appliquer une stratégie en toute bonne foi par rapport à leur formation, mais leur formation qui puisse ses racines dans cette époque pseudo-pasteurienne qui est basée sur des bases apparemment frauduleuses, hein, on vient de l'évoquer.
Je voulais revenir sur le pétrole avec la famille Rockefeller. Il y a eu la bonne idée, fin 1800, de commencer à investir un peu d'oseille dans les universités de médecine. Alors, tu as évoqué d'autres types de médecine. Je fais une petite parenthèse aussi pour expliquer la disparition de l'herboristerie. On avait encore en France, une cinquantaine d'années, quelques enseignes d'herboristerie où tu pouvais acheter des plantes pour te soigner. Et pour pas passer pour des dictateurs, nos chers dirigeants ont décidé de faire disparaître ce business pour rendre service à leur maître. Mais comment faire disparaître un business sans l'interdire du jour au lendemain pour passer pour des dictateurs? Eh bien, il a suffi de prendre une décision simple qui consistait à dire l'herboristerie, à partir d'aujourd'hui, seuls les enfants des herboristes pourront récupérer la boutique de leurs parents et libre à leurs parents de leur apprendre cette connaissance. Il a suffi de diversifier l'économie, de créer le tertiaire, de proposer de meilleurs salaires dans d'autres villes pour que les enfants des herboristes décident de changer de profession, de quitter la branche familiale. Et en 2 générations, on a perdu toutes les enseignes d'herboristerie en France sans qu'on le voit passer. Là encore, théorie de petits pas, sur la stratégie des petits pas, sur le long terme. On n'a plus le choix aujourd'hui pour se soigner que de faire dans le tout chimique. Alors le tout chimique, pourquoi? Parce que les Rockefeller ont eu la bonne idée de mettre de l'oseille dans les universités. Aux États-Unis d'abord, ensuite au Commonwealth. Ça s'est très vite propagé finalement à tout l'Occident. Les universités de médecine dans le monde sont financées par les Rockefeller ou des proches qui servent le même agenda, qui consiste à dire tout simplement n'apprenez que la médecine chimique. Oubliez, parce qu'à l'époque, il y a 100 ans, quand tu entrais en fac de médecine, tu apprenais toutes les médecines du monde et tu choisissais dans quoi tu voulais te spécialiser. Depuis que les Rockefeller ont investi dedans, ils ont donné des consignes et finalement, on n'apprend que le tout chimique. Le tout chimique dont tu viens de nous expliquer, Marco, qu'en fin de compte, ça ne guérit pas. Ça fait juste baisser la température. Ça te fait croire que tu vas mieux et que tu es guéri. Alors qu'en fin de compte, non, ton corps a besoin de faire de la température. Laisse-le transpirer pendant 1 ou 2 jours, pendant une nuit. Prends une bonne douche, lave-toi les mains et tu vas guérir tout seul. Seulement, on t'a fait croire que ce n'était pas possible, que tu n'en étais pas capable et que finalement, tu as besoin de tout ce que te vend la pharmacie. La pharmacie orientée par la médecine. Et là, je le redis, les médecins, je pense qu'ils sont convaincus qu'ils font le bien. C'est ce qu'on leur a appris. Au final, c'est devenu des VRP de Big Pharma, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Ou du moins, ils se sentent privilégiés. On leur propose de mettre en avant certains médicaments, certaines marques. Il y a des délégués médicaux qui travaillent très bien pour ça, en leur proposant des avantages. Si tu vends 150 de nos boîtes, on te paye un week-end, une semaine aux Bahamas, sous couvert d'une conférence, d'un colloque de médecine, et on achète ton âme indirectement. Mais tu es convaincu que tu soignes, que tu aides ton prochain, puisque tu lui fais baisser la température. Et tu continues à servir un système qui finalement t'aura pas appris les bonnes bases. Donc, on revient sur cette histoire des Rockefeller qui ont investi dans les universités de médecine afin de galvauder l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale, dans son sens large, du prescripteur jusqu'au livreur. Et là, on voit qu'en fin de compte, ce 20e siècle aura vu naître une transformation où on sera passé à se faire soigner par la nature, à ne plus savoir comment se soigner, et cet oubli nous aura amené à nous remettre notre souveraineté de notre santé entre les mains de blouses blanches et de gros business, ceux qu'on appelle aujourd'hui Big Pharma. Tant qu'à faire, tu nous parles aussi, Marco, du fait que la guerre propose les meilleures avancées. Mais la guerre, c'est aussi les périodes de brouillard et de reconstruction qui permettent de faire des tests ou des plus grandes conquêtes. On peut se souvenir de l'époque où les Américains ont acheté leur territoire en refourguant des couvertures pleines de variole aux Amérindiens. C'était une bonne idée, de ce cheval de Troie, de cacher le poison dans le cadeau. Et plus tard, ils auront planqué le poison dans le remède, en injectant les militaires en 1918, les militaires US, avant de les envoyer en Europe, et pour propager finalement une maladie qui était contenue dans les seringues outre-Atlantique et qui s'est propagée en Europe sous le nom de la grippe espagnole.
grippe espagnole à laquelle on a commencé à voir le caractère sacré de la vaccination pour sauver des vies, la vaccination de masse. Et revoyez quelques photos à l'époque, ça voulait dire aussi porter des masques, ça voulait dire aussi la distanciation sociale, tout un tas de vocabulaire qui vous sont familiers depuis quelques années. Évoquer la grippe espagnole, la vaccination, c'était déjà, bien évidemment, soi-disant jouer sur les peurs des gens qui allaient aller sur un autre continent, qui risquaient d'être malades. Hein, je reviendrai là-dessus dans peu de temps. Et de transformer les soldats en chevaux de Troie. Et il est important que vous compreniez vraiment, vraiment, vraiment ça, parce que c'est matriciel. C'est juste fou. Voilà. Une fois que vous avez eu cette vision-là, vous pouvez l'appliquer. C'est pas que j'ai envie d'un biais de confirmation, c'est que c'est tellement clair, ça devient tellement clair, et c'est ça que nous souhaitons vous offrir avec ces émissions, c'est vous donner une autre lecture. Et puis j'ai dit, mais c'est vrai, c'est complètement dingue. Donc on envoie des militaires sur un conflit sur le vieux continent, ils sont vaccinés, ils deviennent des gens malades, et là, les grandes expériences commencent. Alors, pour ceux qui ont gratté un petit peu, vous allez voir grippe espagnole, et vous allez tout de suite voir qu'il y avait déjà des masques blancs. Alors, il y avait déjà, tu l'as abordé, il y avait déjà un tas de directives contradictoires. Vous savez, ils chipotaient comme ça, histoire de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça rappellera aussi les assis debout couchés, 18 heures, 24 heures. Manger assis, manger debout, voilà, ça doit vous rappeler des trucs incroyables. En fait, ils se sont rendus compte que c'était tellement génial de créer un problème pour offrir une solution, parce que ça vous fait passer pour sauveur. Sauf que là, on est réellement face à un syndrome de Stockholm, et qui est mélangé à un syndrome de Munchausen par procuration. Alors, petite explication, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ces deux histoires-là, c'est que le syndrome de Stockholm, c'est lors d'une prise d'otage dans une banque, les pris en otage se sont pris d'amitié pour la cause des preneurs d'otages. Donc, entre guillemets, ceux qui étaient censés souffrir de la prise d'otage ont commencé à aimer ceux qui les faisaient souffrir. Ça vous rappelle rien? Ouais, c'est juste un truc de fou, mais voilà, on y est. La deuxième chose, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. Alors ça, c'est un truc mais vraiment abominable. Voilà, vous allez voir, ça c'est un truc fou, fou, fou. Alors, vous savez, heureusement qu'il y a quand même des médecins dignes de ce nom et qui sont posés des questions, hein, parce qu'il y avait quand même des choses pas possibles. Alors, vous aviez des mamans qui arrivaient à l'hôpital avec un enfant pas en bon état. Et voilà, l'enfant a été pris en charge avec des bons protocoles, hein, on va dire, voilà, ça n'y avait pas à dire. Et puis l'enfant, il commençait à se stabiliser, et puis d'un seul coup, l'enfant, ça commençait à partir en sucette. Et parfois jusqu'à des issues fatales. Et tout le monde se disait, mais cette maman, c'est une mère courage, voilà, waouh, elle est là, nuit et jour au chevet de son enfant, c'est complètement dingue. Et puis il y a quand même quelqu'un qui s'est dit un jour, mais on va mettre une caméra dans la chambre des services de pédiatrie. Et là, on a découvert que ces malades mentales, pour ne pas dire autre chose, eh bien, injectaient ou empoisonnaient leur enfant. Empoisonner leur enfant pour avoir une reconnaissance de mère courage. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas le syndrome de Munchausen par procuration, ça doit maintenant vous rappeler quelque chose. Voilà, on empoisonne les gens, voilà, pour être traité comme un sauveur aussi, à nouveau. Donc on crée un problème pour offrir une solution. Et Big Pharma a attaqué comme ça. Il s'est rendu compte que c'était un truc encore plus génial, c'était que en instillant des poisons dans les médicaments, eh bien, on rendait les gens malades, et c'était un business florissant. C'était juste incroyable. Alors là, vous êtes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, abominable aussi, hein, c'est super moche, et on va assister à la mise en place de tout un système.
Ah, c'est parce que avant qu'on poursuive, je voulais juste refaire un lien avec ce que vous avez dit, Hugo et toi, et rattacher tout ça parce que ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé tout au long de ces événements que vous avez évoqués. Cette propagande, déjà au niveau de la communication sur les maladies qui touchaient soi-disant les populations, cette manipulation, elle ne date pas du Covid, hein, c'est toujours la même histoire qui nous resserve encore et encore. Par exemple, si on reprend l'histoire des couvertures données aux Indiens, là c'était pour se faire passer pour les gentils, les pauvres Indiens, ils ont froid, etc. Et c'est Jeffrey Amherst, qui était commandant en chef des troupes britanniques, qui avait distribué aux Indiens des couvertures contaminées par la variole pour les éliminer. Donc il y avait déjà à l'époque cette volonté, cette guerre contre les peuples, en fait, hein, pour parodier le titre d'un livre. Et pour la grippe espagnole, c'est la même chose. Alors quand on étudie un petit peu la grippe espagnole, elle est de souche virale H1N1. Et donc on nous a fait croire que cette grippe avait décimé la moitié de la population, alors qu'en fait on ne sait pas compter combien de personnes sont mortes de ça. Tout au plus, dans Wikipédia, on va nous dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont été contaminées. Je ne sais pas comment ils ont fait pour compter. Mais enfin, il y a eu vraiment une propagande aussi autour de cette grippe espagnole, qui n'a d'ailleurs d'espagnol que le nom, parce qu'elle n'est pas du tout espagnole, hein, comme le disait, je ne sais plus, c'est toi, Marco ou Hugo, qui le disait, la grippe espagnole, elle a vu le jour aux États-Unis. Et on l'a appelée grippe espagnole parce qu'à l'époque, les Espagnols ne se laissaient pas dominer par toute cette… comment ça s'appelle? Mince, j'ai un trou. Cette propagande de l'armée. Et ils avaient une libre expression sur cette maladie. Donc, voilà. Donc, depuis le début, ce qu'on constate, c'est que depuis le départ, il y a de la manipulation, des mensonges à travers les médias, les journaux, rien de neuf, hein. C'est toujours la même recette qui fonctionne encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, on arrête de croire à tout ça. Voilà, je voulais revenir là-dessus. Alors, merci Fanny de m'avoir rappelé ce pilier-là qui est important, puisque oui, la propagande, c'est un des vecteurs principaux. Vous savez, avec la propagande, on crée un effet nocebo. Il suffit de dire aux gens qu'il y a une maladie et ça y est, ils commencent à ressentir des symptômes. Il suffit de dire aux gens qu'il y a un réchauffement climatique, même s'il fait plus froid que les autres hivers, les gens trouvent qu'il fait plus chaud. Voilà. Donc, c'est un effet psychologique majeur que la propagande utilise. Et on l'a vu avec la grippe espagnole, c'est la même chose. On l'a vu à la propagande de guerre pour créer la guerre et pour amener les gens à faire la guerre et à se faire décimer, puisque c'est un des objectifs des I2, c'est de réguler le cheptel de leur ferme néo-féodale. Eh bien, on se retrouve après la Seconde Guerre mondiale avec ces outils de propagande. Hein. Je vous rappelle quand même que la propagande nazie et d'ailleurs le copain Édouard Bernays sont des gens qui ont bâti la propagande, hein, propaganda. Et bien évidemment, le monde pharmaceutique n'a pas échappé à ce levier puissant qui constitue que constitue la propagande pour pousser le narratif. Donc, quand on a envie de vendre quelque chose, il suffit de dire que ça devient rare. Hop, tout de suite, les gens se ruent dessus par peur de manque. Quand on dit attention, il va y avoir une pandémie, hop, les gens se jettent là-dessus. Alors là, on a un abominable phénomène qui nous rattache à tout ce qui a été dit jusqu'ici, c'est qu'à la fin de la guerre, voilà, il y a beaucoup de morts, c'est quand même bien décimé, et puis malgré tout, il faut quand même de la main-d'œuvre hein, dans la ferme orwellienne. Et donc, on va dire aux gens, mais vous savez, là, c'est l'après-guerre, les conditions sont abominables, et on doit protéger vos enfants du typhus, d'un tas de maladies.
Et donc, voilà, la propagande, elle est là. C'est que si vous voulez garder des enfants en bonne santé, il va falloir les vacciner. Et puis, ben, justement, comme on a un pilier du scientisme moderne qu'est la vaccination, eh bien, on va commencer à vacciner les jeunes enfants, donc en, en pédiatrie. Donc, ils sont vraiment tout petits. On va commencer à leur injecter des, euh, des, des, des monovalences, puis des trivalences, hein, le ROR, etc. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir apparaître des choses qu'on n'avait jamais vues avant. On va d'abord voir la mort subite du nourrisson, un truc qu'on ne voyait pas avant. Voilà, du moins dans les proportions, on est bien d'accord. Là, on se dit, tiens, mais il est interdit, il est réellement interdit. Vous allez voir, le modus operandi va continuer. Hein. Il est vraiment interdit de mettre en cause la science. Hein. Et donc, ce modus operandi, il va continuer. Il va continuer, les gens vont quand même se dire, on veut faire des enfants, parce que vous savez, avant, les familles, c'était 6, 7, 8 enfants. Là, après la guerre, on veut faire des enfants, mais il y a la mort subite du nourrisson, ça les tracasse. Hein, donc, il faut qu'on trouve des solutions. Rappelez-vous les directives contradictoires qui sont toujours données. Là, par exemple, vous avez la mort subite du nourrisson, ah ben, ça va être extraordinaire. Hein. Vous allez avoir des directives médicales qui vont vous dire, ah là là, là l'enfant, surtout pas le laisser dormir sur le dos. Hop, les mamans, on va le mettre sur le côté. On va vendre des coussins pour maintenir l'enfant sur le côté gauche, sur le côté droit, puis sur le ventre, la tête tournée. On va vendre des matelas anti-mort subite. Vous voyez, le business, ces gens, les hideux, gagnent à tous les coups. Il ne faut jamais croire qu'ils font une seule chose. Ils en font 2, 3 à la fois pour écumer toutes les caisses. Et ça fonctionne malheureusement bien. Après ça, on a commencé à voir quoi? On a commencé à voir des enfants qui naissaient avec des malformations terrifiantes. Donc ça a foutu un coup, hein, parce que ouais, dans la presse, il faut voir la presse de l'époque, dans les années 60, puis dans les années 60, vous avez l'apparition de la télévision, donc ça fait des gros titres. Hein. Aussi, rappelez-vous la poliomyélite. Hein, la poliomyélite, ces enfants qui étaient dans les poumons d'acier. Wow, on faisait des photos comme ça avec la tête de l'enfant. Et toute sa vie, il va devoir vivre dans un poumon d'acier parce que cet enfant a contracté la poliomyélite et voilà, il est paralysé et il faut un poumon d'acier pour qu'il puisse respirer. Les gens en panique, donc hop, il faut vacciner son enfant contre la poliomyélite. Bah, bien évidemment, ça marche à chaque coup. Hein. Ils ont bien compris, hein, les affreux. Donc, on rajoute des valences et des vaccins en pédiatrie, aux jeunes enfants. Vous avez des enfants qui naissent avec des membres atrophiés, bizarres, etc. Et puis, ben, si ça vous parle, hein, bien évidemment, on va découvrir le drame des enfants sauvetés-non. Et bien voilà, là, les gens commencent à paniquer, évidemment. Non seulement ils peuvent perdre un enfant de la mort subite, mais en plus, ils peuvent avoir un enfant handicapé. Mais c'est quoi ce truc-là? Donc, vous voyez, quand vous voulez freiner la démographie, vous mettez des petits cailloux dans les chaussures des gens et ça coule tout seul. Voilà. Dans les années 60 également, on va avoir quoi? On va avoir on va appeler ça une révolution colorée 00. Hein, ça va être la révolution sexuelle. Voilà. La révolution sexuelle, ça va être un truc fou. Hein, ça va être sponsorisé, ça va être médiatisé. Les films à la télévision, c'est le début du X. Hein, alors on découvre le carré blanc, le rectangle blanc, le début de la censure. Mais surtout, ça commence à éclater la famille. Parce que bien évidemment, lancer la révolution sexuelle, c'est bien évidemment l'ouverture des mœurs débridées, les fractures familiales, et donc ben, les enfants qui commencent à être placés à gauche, à droite, des jugements iniques, et donc des femmes qui vont aussi se retrouver enceintes. Alors ça, c'est embêtant parce que jusque-là, on avait des méthodes naturelles de contraception. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir le début de la contraception. On a un type comme Sir David Attenborough, qui est le père fondateur du planning familial, en tout cas de la pilule et de l'œstrogénisation de la société.
qui lui, eh bien, comme par hasard, hein, c'était un scientifique, c'était un écrivain. Alors, je vous en prie, allez faire des recherches parce que vous allez découvrir aussi qu'il est très influent dans des émissions télévisées, hein, dans des émissions scientifiques télévisées. Vous voyez, hein, le plan, comme le plan propagande que Fanny nous a amené sur un plateau d'argent, eh bien, il est là. Donc, vous avez des gens qui non seulement promeuvent des médicaments, des gens qui écrivent des bouquins et qui en plus sont impliqués dans des chaînes de télévision. Bah, si ça, c'est pas génial. Voilà. Donc, on a les vaccins, on a l'œstrogénisation avec la pilule contraceptive et puis tous les dérivés. Et puis, ben, on a quand même ce souci des enfants handicapés. Et là, ça pose un... Oui, oui. Pardon, si tu me permets une petite parenthèse, sociologiquement, ça correspond aussi avec une forme de révolution de la femme où on va lui accorder le droit de pouvoir travailler, de pouvoir quitter le foyer, ce qui va permettre aux contrôleurs de taxer 2 fois plus de monde. Si toutes les femmes vont travailler, ça fait 2 fois plus de salariés, d'employés, 2 fois plus de personnes à taxer, et d'une pierre deux coups, ça fait plus de parents disponibles au foyer pour éduquer les enfants. Donc indirectement, ce qu'on peut retenir là, ça a été faites moins de gosses et laissez-nous nous en occuper. Et depuis, les enfants ne pouvant plus être éduqués par leurs parents, puisque les deux travaillent, et depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que les revenus diminuent pour que ce ne soit plus un choix, et que les deux parents sont bien obligés de travailler pour essayer de finir le mois correctement. Donc, ils ne peuvent plus être présents pour s'occuper de leurs enfants, les abandonnant à l'État, aux contrôleurs, à l'école. Et là, je renvoie vers les émissions précédentes avec Fernand Nathan, mais ne vous occupez plus de vos enfants, on va savoir s'en occuper nous-mêmes. Au début, ça a été ne vous occupez plus de votre médecine, on va s'en occuper nous-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les Rockefeller et leurs investissements. Et aujourd'hui, ça a été ne vous occupez plus de vos enfants, on va s'en occuper. Et comme ça, on va pouvoir façonner les générations de demain, si ce n'est pas les abrutir, afin qu'ils puissent être le plus dociles possible. On est toujours dans cette notion de cheptel et de contrôleur. C'était une parenthèse, je te renvoie le micro. Alors, comme tu l'as spécifié tout à l'heure, par exemple, pour casser la phytothérapie et les remèdes anciens, eh ben oui, on se rend bien compte que si ce sont les enfants qui doivent reprendre le flambeau des parents en pharmacie, eh bien, ben voilà, les enfants, comme ils sont livrés à d'autres personnes, eh bien, ils n'ont peut-être pas envie de reprendre la pharmacie familiale. Donc, ce pilier de la pharmacopée naturelle traditionnelle, mais il disparaît aussi. On le voit aussi dans les années 60-70, eh bien, les pharmaciens sont capables encore de réaliser ce qu'on appelle des préparations magistrales. C'est-à-dire qu'avec des molécules de base, ils sont capables de fabriquer des suppositoires, ils sont capables de fabriquer des comprimés, ils sont capables de fabriquer des sirops, tout ce qui va bien. Et là, on verra aussi une disparition du savoir-faire des pharmaciens qui vont progressivement devenir uniquement des vendeurs de médicaments, parce que c'est tout ce qui leur reste dans les officines. Voilà. Alors, si dans leurs études, ils apprennent à faire des dilutions, à préparer, à faire des préparations magistrales, eh bien là, dans la plupart des officines maintenant, là, vous vendez du médoc. Alors, oui, tout à fait. Hein. Et je voulais en profiter pour finalement essayer de faire comprendre aux gens qui nous écoutent comment on réfléchit. C'est-à-dire que si on regarde un peu tous ces faits-là, on constate quoi? Que chaque fois que les États, que nos élites nous ont proposé des solutions pour soi-disant améliorer notre vie, pour notre bien, pour améliorer notre santé, chaque fois, c'était ce fameux cheval de Troie dont vous parliez. Et en réalité, c'était pour soit nous asservir, soit nous rendre malades, soit nous rendre la vie bien plus compliquée. Donc, quand on entend comment tout doucement les États, et si on prend le cas de la France, par exemple, ont tout doucement remplacé la famille des parents,
on peut faire le lien avec ce qui est en train de se passer dans les écoles, qui fait un peu les choux gras des médias ces derniers temps, avec la sexualisation des enfants à l'école. Là encore, on est en train de nous dire, mais vous, les familles, vous ne savez pas vous occuper de vos enfants, vous ne savez pas leur expliquer. Nous, on va prendre le relais et on va se substituer encore une fois, toujours le même schéma, la même recette pour nous déposséder de tout ce qu'on a, et on va faire à votre place. Et donc, c'est pareil pour les vaccins. On a vu pour le Covid, bon, les vaccins, soi-disant pour notre bien nous protéger, on a vu les nombres considérables de réactions et d'effets secondaires qui ont eu lieu. Mais sans parler des vaccins Covid, des vaccins de manière générale, hein, maintenant il y a des études qui commencent à montrer qu'il y a un lien entre vaccin et autisme. Quand on voit qu'on on oblige les enfants à avoir 17 vaccins maintenant, il suffit. Alors moi, je suis personne pour pouvoir dire oui, c'est ça. L'autisme, c'est à cause des vaccins. Je ne prétends pas ça. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour le prétendre. Je fais juste un constat. Je regarde les chiffres. Je vois qu'en 2014, un enfant sur 150 était autiste. Et en 2023, c'est un enfant sur 40. Et je cherche dans la société, dans la médecine apportée aux enfants, qu'est-ce qui a changé entre ces deux dates? Et j'en tire des conclusions. Mais ça m'appartient. Voilà, je voulais faire un petit rappel là-dessus pour aider les gens à faire le lien entre ce que l'État nous dit et ce qu'on constate au final, c'est absolument pas pour notre bien. Voilà. Alors, on va laisser, bien sûr, on va laisser nos auditeurs faire leurs recherches, parce que si on va rechercher les cas pas de trisomie, d'autisme dans les années 60, la prévalence de l'autisme était encore plus basse. Donc, c'est vraiment la corrélation. Ne pas la faire, c'est participer à l'humanicide, c'est participer au crime. Alors, quand je t'ai laissé la parole tout à l'heure, je parlais de ces enfants qui naissaient mal formés. Eh bien, il a fallu, mais faites vos recherches, thalidomide, Softenon, et vous allez voir les années qu'il a fallu pour que ce poison qui était donné aux femmes, donc ça a été donné comme antiémétique, donc c'était un médicament qui servait aux femmes enceintes à ne pas vomir, à ne pas être malades. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, de nouveau, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, la fièvre, il y a un tas de… Le cœur bat plus vite, ben c'est normal, il doit oxygéner les cellules, voilà, il y a un tas de paramètres qui sont là, la tension augmente, c'est normal, le corps doit gérer. Eh bien là, une femme enceinte, c'est une explosion hormonale. La femme enceinte, elle développe au maximum tous ses sens boostés par les hormones, et ben forcément, le goût est décuplé, l'odeur est décuplée, mais tout est cœur, et les femmes, ben, elles ont, certaines, hein, plus que d'autres, vomissent pendant les premiers mois de la grossesse. Des premiers mois qui sont excessivement importants dans le développement fœtal. Et là, on leur donnait de la thalidomide qui va interférer monstrueusement, mais vraiment gravement, dans le développement des enfants. Et c'est comme ça qu'on a vu naître des enfants qui naissaient avec des petits bras, des moignons, etc. Vous allez sur Internet, vous regardez tous les dossiers qu'il y a dessus, c'est juste abominable, mais sociétalement, ça a créé une peur. Et vous savez qu'ils nous gèrent avec la peur. Voilà, les vaccins, ils les injectent parce que vous avez peur que votre enfant ne meure. Les molécules qui vous sont données, c'est toujours la même chose. On a l'œstrogénisation, on a une montée de l'autisme, on a l'apparition de handicaps graves. Croyez-vous que ça va leur servir de leçon? Mais absolument pas. Absolument pas. Vous allez avoir un autre drame monstrueux. Et oui. Et il faudra longtemps voyez la perfidie. Et ce drame, et je rends hommage ici, il y en a qui m'ont déjà remercié d'en parler, parce que même encore aujourd'hui, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, et je remercie Hugo, Fanny et tous ceux qui nous écoutent d'être conscients de ça. C'est le drame du Distilbène.
Le Distilbène, c'est, vous vous rendez bien compte que ces, pardon, ces, ces femmes, elles avaient peur de perdre leur enfant. Et donc, je vais dire comme ça, il a suffi que on leur dise, vous savez, on a une molécule maintenant qui vous empêche de perdre votre grossesse. Donc, non seulement les familles font de moins en moins d'enfants, c'est devenu quasiment une normalité. Ben oui, hein, la vie est dure maintenant, et puis il y a des familles monoparentales. Si je tombe enceinte, j'ai envie de garder l'enfant, ok, eh bien, on va leur donner le Distilbène. Et le Distilbène, on va parvenir à mettre ça dans la tête des femmes enceintes en leur disant, grâce à ça, vous n'allez pas perdre votre enfant. Et effectivement, elles ne vont pas perdre leur enfant. Sauf que il faudra une demi-génération pour qu'à l'adolescence, on se rende compte que les enfants DES, les enfants Distilbène, vont naître avec de graves malformations de l'appareil de la sphère urogénitale qui va même les rendre incapables de procréer ou de procréer avec de graves problèmes et de graves difficultés. Là encore, ça va être totalement nié. Ça va mettre des années et des années et des années pour être jugé. Donc, vous faites vos recherches, Distilbène, enfant DES, femme DES. Et vous allez voir que Big Pharma a toujours trouvé toutes les excuses pour ne pas être reconnu coupable. Mais pas de bol, quand même. Mais tant que vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas faire le lien entre le fait que vous n'avez pas d'utérus, que vous n'avez pas d'ovaire, que vous avez un vagin bifide, que pour les petits garçons, vous êtes né sans testicules, etc., ou des micro-pénis, etc., etc., ou infertile, eh bien, vous vous dites, c'est la faute à pas de chance. Non, nous sommes là ce soir, et je l'explique suffisamment, pour que vous puissiez prendre conscience qu'il y a eu un, un, un génocide caché par la distribution d'une molécule qui a rendu des générations infertiles. Et le petit scoop que je vous offre ce soir, c'est que la famille française qui a participé à, à la vente et à la promotion du Distilbène, c'est la famille des pharmaciens Bornstein. Alors, peut-être que la famille Bornstein, comme ça ne va pas sonner bien à votre oreille. Ouais, oui. Mais si je vous dis que la famille Bornstein, elle a enlevé son petit Stein pour devenir Born, les laboratoires Born, et que la famille Born n'est autre que la famille d'Elisabeth Born, première ministre qui a participé sciemment à cette pandémie covidesque en laissant crever les gens dans les hôpitaux, si vous n'êtes pas capable de comprendre le continuum qu'il y a dans cette dépopulation via Big Pharma, eh bien, voilà. Alors, faites vos recherches et vous allez comprendre comment tout ça fonctionne. À partir du moment où vous mettez vos lunettes, vous ne pouvez plus ne pas voir. Et ne pas voir, c'est participer à cet humanicide. Alors justement Marco et Hugo peut-être, euh, ce que tu viens de dire là, moi je l'évoque parfois avec des gens dans mon entourage, et souvent j'ai cette réponse, mais, euh, mais n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une volonté de dépopulation? Pourquoi est-ce que l'État voudrait s'en prendre à nous? Ça n'a aucun sens. Donc peut-être que ce serait bien là d'expliquer le pourquoi. Ah bah, Alors, si je peux ouvrir le bal, si tu veux, vas-y, Marcel. je t'en prie. Ce qui m'a fait tiquer, moi, ça va être des informations mainstream. Pour faire très court et essayer de parler aux plus nombreux, on a vu il y a 5 ans Agnès Buzyn retirer l'hydroxychloroquine. Je vous laisserai aussi faire des recherches sur sa lignée, sur le fait qu'aujourd'hui, elle se fait sauver les fesses en allant bosser à l'OMS. Je rappelle qu'on peut avoir
espèce de passeport diplomatique quand on bosse à l'OMS, c'est bien pratique. Également, un peu plus tôt, ah oui, son mari aussi, Agnès Buzyn. Est-ce qu'il est nécessaire de préciser qu'il était avec François Hollande à l'ouverture du laboratoire de Wuhan? D'ailleurs, laboratoire que les Chinois auront viré tous les Français et tous les Américains qui ont aidé à le construire. Et dès l'instant que le labo a été ouvert, les Chinois ont dit c'est bon, vous pouvez vous barrer et nous laisser bosser tout seul. Ce qui leur aura peut-être permis de fabriquer un Covid en plastique au lieu d'un Covid en acier trempé qui risquait de nous décimer. C'est une autre histoire, on en a parlé dans les autres émissions. L'autre fait marquant qu'on a pu noter les dernières années, dans la dernière décennie, là, c'est des grands business sur Wall Street. Là, le laboratoire Bayer qui avait décidé de racheter Monsanto. Alors, ils ont passé du temps, Monsanto, à essayer de déposer des brevets sur le vivant. Ils ont dû fabriquer des graines qui n'étaient plus assez naturelles pour se permettre de les breveter. Les normes européennes nous les auront imposées et finalement, dans tout l'Occident, aujourd'hui, toute la nourriture est fabriquée avec des graines infertiles ou qui manquent éventuellement un peu de vitamines. Dans tous les cas, elle ne contribue. La nourriture est notre première santé. Si on décide de parler un peu de santé ce soir, on a parlé des plantes. La nourriture est notre première santé. Et se nourrir avec des aliments pas très nutritifs, pour pas dire empoisonnés, peut nous affaiblir. Et nous affaiblir, c'est nous ramener vers ce système de santé, le fameux système qui est devenu un business dans lequel un patient de guéri est un client de perdu. Quand on voit que Bayer rachète Monsanto, on comprend que toujours cette technique du pompier pyromane, que celui qui va bénéficier de cette malbouffe ou de continuer à en faire des graines de malbouffe pour pouvoir nous garder affaiblis afin de pouvoir nous vendre du médicament derrière. Et là, ils sont plutôt bien placés, ils ont les tenants, les aboutissants, et c'est trop vaste pour paraître pour un conflit d'intérêts. Il faut savoir pour la petite histoire que le groupe Bayer, le groupe pharmaceutique, avait un autre nom il y a 70 ans. C'est un laboratoire allemand qui, depuis 1905, s'appelait IG Farben. IG Farben. Faites vos recherches là-dessus sur la Seconde Guerre mondiale. Il travaillait notamment derrière les nazis pour fabriquer le Zyklon B. Et un laboratoire médical en période de guerre, à côté d'un camp, ça pourrait laisser penser à peut-être des expérimentations, autre chose. En attendant, c'est assez obscur qu'un groupe médical collabore avec les nazis à l'époque et que par un changement de nom un peu malin au cours des décennies, a décidé de devenir Bayer, qui était Chemical aussi. Hein. Ils étaient avec ACFA, avec BASF, ils ont fusionné pour devenir Bayer et pour aujourd'hui, ça a permis de racheter Monsanto. Ouais. Je voulais juste revenir là-dessus pour se dire que on a des faisceaux d'indices qui nous invitent à penser que la santé a intérêt à la fois être un business florissant et à la fois nous maintenir dans un état pas vraiment guéri. Hein. Plus longtemps on peut être abonné, comme tu disais Marco tout à l'heure, et plus ça leur est profitable. Alors, ta question, Fanny, elle est intéressante parce que c'est bien, parce que vous me tenez, je suis en tenaille là, je me sens bien là. Alors, effectivement, à partir du moment où nous avons des questions auxquelles on doit pouvoir donner les moyens de réponse à tous les gens qui s'interrogent, eh bien, quand on dit mais pourquoi est-ce que les gouvernements nous voudraient du mal? Alors, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et là, regardez aujourd'hui, 15 janvier 2025, qu'est-ce que vous constatez? Quel a été le rôle de l'Europe? L'Europe a été de vous détruire. C'est le European l'EMA, l'European Medical l'EMA qui a permis les vaccins, qui a autorisé les vaccins. Vous faites des recherches là-dessus, vous allez voir que c'est abominable. C'est l'Europe donc qui a détruit les économies, c'est l'Europe qui a détruit les paysans, c'est l'Europe qui a détruit la médecine, c'est l'Europe qui nous a imposé des poisons, d'accord? Alors que les médecins pour l'éthique américain
en 2019, avait envoyé par recommandé et par courriel la liste des effets secondaires qui sortent maintenant 5 ans après, pour que l'EMA puisse prendre une bonne décision quant à la mise sur le marché des vaccins. Alors, c'est important de se dire que les pays européens sont inféodés à l'Europe, parce que l'Europe, c'est une création des I2. Et dans ces I2, vous avez un type qui s'appelle Coudenhove-Kalergi. Coudenhove-Kalergi. Allez voir. Et lui, alors on va vous dire que c'est du complotisme, mais de nouveau, c'est dans les faits. C'est dans les faits que vous allez vérifier que nous sommes dans la vérité et que nous vous exposons clairement ce qui se passe. Coudenhove-Kalergi, c'est bien évidemment lui qui s'est fait une grande joie d'imposer l'hymne à la joie pour l'Europe. Hein, c'est tellement bien quand on liquide des gens d'avoir l'hymne à la joie comme hymne. Mais c'est aussi lui qui est derrière le grand remplacement. Allez vous renseigner sur le plan Kalergi. Et pour qu'il y ait le grand remplacement, il faut que l'Europe se meure. Il faut que la démographie européenne plonge dans le rouge. Alors, vous l'avez remarqué jusqu'ici, la dépopulation par Big Pharma, par des molécules qui empoisonnent les gens au lieu de les soigner, de les guérir, des vaccins qui créent des pathologies abominables, mais forcément, vous savez, des enfants autistes, on va les mettre dans des institutions, ils vont pas pouvoir se remplacer. Les enfants d'Istilben, ils vont pas pouvoir se reproduire. Les enfants qui sont les enfants sauf tes noms, j'ose espérer que il y a quand même des enfants sauf tes noms qui ont pu se reproduire. J'ai vu de très belles vidéos avec une maman qui langeait son enfant excédent. C'était un truc merveilleux. Donc, mais ils n'ont pas été le moteur d'un essor démographique. Voilà. Et donc, depuis les années 60, c'est le grand remplacement qui a lieu et c'est Coudenhove-Kalergi et son plan qui est à l'action avec l'Europe derrière. Et c'est important puisque c'est l'Europe qui va donner le là à toutes les mesures. Hugo, tu as rappelé que le premier remède, le premier médicament, c'était notre alimentation. Et tu as bien fait de stipuler que notre alimentation, elle est pourrie par des OGM, elle est pourrie par toutes les saloperies de l'agroalimentaire, le lobby, de nouveau un lobby, comme le lobby militaro-pharmaceutique, le lobby agroalimentaire nous pourrit la vie. Mais ce qui est important, sachez-le, c'est que l'eau dont nous sommes constitués à près de 80%, c'est l'essence même de la vie. C'est l'essentiel. Vous savez, la pluie qui vient du ciel, l'essentiel, c'est ça. Ça remplit les nappes phréatiques. Qui salope nos nappes phréatiques? Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ils ont des droits de forage, des droits de prise d'eau dans toutes les nappes phréatiques de tous les pays. Il y a même des pays où c'est plus facile de trouver des sodas que de trouver de l'eau potable. Et à partir du moment où on pompe dans une nappe phréatique, on est aussi capable de mettre de la merde. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que l'eau est hyper œstrogénéisée. Ça amène quoi? Ça amène quoi? Ça amène une diminution drastique du morphotype des hommes, de la constitution des hommes. On remarque que depuis des décennies, la taille des testicules diminue, que la fertilité, la mobilité du sperme des gens qui sont tout le temps subis à une hyperœstrogénisation, eh bien, ils perdent leur caractère de plus en plus masculin pour se féminiser. Il y a une féminisation des hommes. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas voulu? Ben non, parce qu'il y a une grosse immigration qui arrive par ici, et donc, à partir du moment où une génération, 2 générations, 3 générations ne sait plus se reproduire, à partir du moment où on a coupé l'appareil reproducteur des gens, eh bien, on est vraiment dans un gros problème. De nouveau, je vous ai expliqué qu'ils ne font jamais d'une seule pierre un coup. Ils font d'une pierre plusieurs coups. Parce qu'avoir créé des générations d'Istilben avec des gens qui avaient des difficultés à se reproduire, à avoir créé des générations de gens qui auront des problèmes de fécondité, ça a créé des laboratoires de procréation médicalement assistée.
des laboratoires de PMA. D'accord? Et ça rejoint le quatrième pilier du satanisme, qui est l'eugénisme. Parce que ce qui se passe dans les laboratoires de PMA, c'est une sélection non naturelle des gamètes et de la fécondation. Donc voilà, maintenant, là, on en arrive avec des générations d'enfants qui vont naître d'une sélection non naturelle auquel on va pouvoir faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas au courant de comment votre enfant a été sélectionné, quel adjuvant, ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment dans quelque chose de grave à l'heure actuelle. Donc, contamination totale de l'air, du sol, des aliments, les médicaments qui vous empoisonnent et une médecine qui est devenue juste une espèce d'IA. La médecine est devenue une prolongation de l'intelligence artificielle. Et pour vous dire que les décisions médicales sont prises sous forme de protocole, sous forme de feuille de route, eh bien, par exemple, une personne qui va être décrétée en hypercholestérolémie, eh bien, cette personne-là, il n'y a jamais personne qui va lui proposer d'aller faire des visites chez un nutritionniste. Il n'y a personne qui va s'inquiéter de comment cette personne se nourrit. Non, on va lui dire, madame, monsieur, il faut que vous preniez des statines. Et là, c'est l'embrayage nickel pour vous parler de tous les scandales sanitaires qui ont précédé l'abominable humanicide au vaccin Covid et aux mesures qui ont été prises pendant le Covid. Parce qu'il n'y a pas que les vaccins qui tuent et handicapent les gens. Il y a bien sûr les bataillons, les escouades de rivotrilisation dans les EHPAD. Il y a les gens qu'on a laissés crever sans soin. Il y a les mauvaises pratiques. Est-ce que vous vous rendez compte que des gens qui étaient en train de suffoquer dans les hôpitaux parce que c'était un problème physiologique de distribution de l'air, parce que les globules rouges ne pouvaient plus transporter l'air, eh bien, on a mis ces gens en surpression en leur mettant des intubations et on les a explosés, on les a gonflés comme des baudruches, on leur a fait péter les alvéoles pulmonaires et ils sont morts. Ils sont morts comme ça. Rendez-vous compte le scandale qui est là. Eh bien, ce scandale, il est juste précédé de dizaines de scandales en France. Et en France et à l'étranger. Vous pouvez aller faire une frappe sur Internet et aller voir tout ce qui est. Voilà. La contamination des eaux avec des déchets de l'industrie, la maladie d'Alzheimer et de Parkinson qui est une suite logique de l'utilisation de la vaccination avec des adjuvants tels que le mercure, l'aluminium, etc. Vous avez le scandale du Mediator, vous avez le scandale des fluoroquinolones. Et il y a un point qu'on voulait absolument aborder avec Hugo, c'était dans tous ces scandales pharmaceutiques, le fait que c'est jamais eux. Vous voyez, c'est jamais eux. Ce qui fait que c'est un truc ubuesque. Il y a une souffrance psychologique, il y a un viol psychique des victimes. Donc, on vous empoisonne, on vous mutile, et puis quand vous vous dites, mais c'est pas normal, moi, ce qui m'est arrivé, on vous traîne en longueur devant des tribunaux avec des procédures abominables, et il est hyper difficile de prouver que vous êtes la victime. Donc, le pourquoi de notre émission aussi, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire des recherches et puis il faut se renseigner. Vous savez, la vaccination, Big Pharma a utilisé tous les militaires des armées de l'OTAN pour tester ces multivalences sur des militaires. Parce que les militaires, on leur dit à 10 heures du matin, vous allez vous faire vacciner. Et à 10 heures du matin, ils sont en t-shirt à l'infirmerie et ils se prennent l'Angérix B, ils se prennent la fièvre jaune d'un côté, ils se prennent la diphtérie, la typhoïde de l'autre côté. Et quand vous regardez, ça ne peut jamais être fait comme ça. Et puis, on a inventé le syndrome du Golfe, on a inventé le syndrome des Balkans, soi-disant l'exposition à l'uranium 239. Des milliers de militaires sont morts.
de cancers foudroyants, de maladies auto-immunes qui ont flambé. Et surtout, attention, écoutez bien vos oreilles, une grande majorité des militaires qui ont été mal vaccinés, multivaccinés, sont morts de quoi? Ils sont morts de péricardite, ils sont morts de péricardite et d'endocardite. Ça m'a mis la puce à l'oreille en 2020, en février, mars 2020, lorsqu'on a commencé à entendre qu'il y avait des problèmes de péricardite et d'endocardite après cette nouvelle vaccination. Et tout comme il y a eu en son temps l'apparition de la mort subite du nourrisson qui a suivi les vaccinations des nourrissons, et puis la montée de l'autisme, ce qui s'était jamais vu avant, eh bien devinez ce qui s'est passé depuis la vaccination anti-Covid. Eh bien, bien évidemment, on a la mort subite de l'homme en bonne santé. On a la mort subite de l'athlète sur le terrain. On a la mort subite du militaire qui a été sélectionné, qui est super tip-top en forme pour aller défendre la patrie à l'étranger, pour aller chasser le vilain islamiste, vous savez, pour aller chasser dans le nid, le terrible nid d'islamistes, voilà. Vous vous rendez compte? C'est une folie. C'est une folie. Et tous ces gens ne pourront pas se défendre si il n'y a pas des témoignages comme le mien qui suit une ancienne victime de la multivaccination en milieu militaire et où je découvre au gré de mes vocaux et des magnifiques invitations comme par exemple ici chez Hugo et Fanny, le fait que des civils qui ont le même parcours que des militaires, des gens qui ont travaillé pour des ONG, des gens qui ont fait le tour du monde et qui ont été vaccinés également contre l'hépatite B, avec la fièvre typhoïde, avec d'autres, il faut aller voir votre carnet de vaccination et vous allez découvrir que, comme par hasard, vous avez attrapé de la sclérose en plaques, vous avez attrapé la maladie de Lyme, vous avez attrapé un tas de pathologies dans les 6 mois à 12 mois du dernier rappel, pour un exemple, de l'hépatite B. Voilà. Alors, voilà, vous avez eu le sida, vous avez eu le HIV, etc. Tout est lié à l'hépatite B. Mais enfin, je vais un peu, je vais un peu ralentir la cadence, si tu voulais, Fanny. Oui, je voulais juste que tu précises parce que je veux m'assurer que certaines personnes qui vont nous écouter ne comprennent pas de travers les propos quand on parle de grand remplacement. Il ne s'agit pas de thèse raciste. Est-ce que tu veux juste préciser ce que tu entends par le Oui, grand oui, tu as raison de le faire, tu as raison de le faire, parce que bon, voilà, des gens jeunes, des esclaves fertiles qui donneront des petits loulous qui seront tout de suite bien matrixés, si nous n'intervenons pas pour éveiller les consciences et dire aux gens, voilà, à l'aune de ce que vous venez d'entendre et en comparant avec la situation réelle, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas là aujourd'hui une génération de baby-boomers qui est en train de disparaître et derrière lesquels il n'y a pas le nombre suffisant de gens pour assurer la perpétuation de notre société telle qu'elle nous a été offerte par nos parents, par nos aïeux. En gros, hein, c'est une volonté de nous amener vers le transhumanisme. Et ce que je voulais terminer, moi, là-dessus, c'est par rapport aux gens qui nous écoutent, et tout ce qu'on a dit sur les vaccins. C'est vrai que moi aussi, par exemple, j'ai voyagé, j'ai habité en Afrique, en Amérique du Sud, et donc j'ai reçu beaucoup de vaccins, sans quoi je ne pouvais pas m'y rendre. Et je voulais quand même avoir une petite note optimiste là-dessus, c'est que malgré, alors je sais que certains n'ont pas eu ma chance, mais malgré toutes ces saletés qu'on nous a injectées, le corps humain est quand même drôlement résistant hein, pour une grande majorité d'entre nous. Alors je sais bien que certains n'ont pas eu cette chance, mais pour une grande majorité d'entre nous, on a quand même réussi à résister à toutes ces saletés. Et puis je voulais encore finir là-dessus, c'est quand, quand on entend tout ça, ben, on pourrait se dire, oh là là, quel monde horrible, on est pessimiste, mais on peut rien faire, alors finalement, on est foutu. Alors non, moi je le dis presque à chaque émission, peut-être que je saoule un petit peu avec ça, mais j'y tiens beaucoup. Là, on peut faire des toutes petites choses, et la première chose qu'on peut faire, c'est arrêter d'obéir. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Moi, vous connaissez mon... Oui, Vas-y, vas-y. il fallait Hugo.
Moi, vous connaissez mon grand respect de la loi naturelle et universelle, qui est bien évidemment le mot oublié. Et le mot oublié, c'est non. C'est non. Et pour pouvoir dire non, il faut que vous ne soyez plus ignorant ou nescient des situations. Là, on vous a exposé, et encore, parce que il est temps là maintenant de quitter sur une bonne note tous ces problèmes qu'on vous expose et dont d'une minorité, on essaie de vous faire croire qu'il s'agit d'une majorité, eh bien, ce n'est qu'une minorité. Vous voyez? Et même si on vous a exposé des choses qui sont difficiles à entendre, mais qui sont une réalité, eh bien, dans la majorité des cas, les gens sont compréhensifs. Et ça va leur permettre d'empêcher la perpétuation de cela. Et c'est en cela que la connaissance rend libre. Et c'est la raison pour laquelle je me bats pour la liberté. Et que la liberté, c'est simplement que vous puissiez dire non en toute connaissance de cause dans votre souveraineté. Et ouais, encore une fois, tout est question de narratif. On l'a vu au moins du sida au Covid. Toutes ces nouvelles maladies ont besoin d'un faux prétexte pour se donner une légitimité, pour justifier leur existence. C'est toujours basé sur une histoire farfelue, jamais très limpide. Aiguisez votre bon sens, hein. Repassez-vous le film avec une paire de lunettes à discernement. C'est toujours le même scénario, le même cocktail de peur, de répétition, de sensationnel, d'émotion. C'est la même qui empêche la réflexion. À coup de battage médiatique, on nous sert un discours unique, pas toujours très réaliste, opaque, mais jamais contesté. Pour conclure, rappelons-nous qu'un mensonge suffisamment répété devient une vérité. Alors, merci Marco, merci Fanny, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous informer. Soyez curieux et posez-vous les bonnes questions. Concentrez-vous sur le factuel, ne vous laissez pas distraire. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. La planète vibre de plus en plus fort pour nous éveiller. Soyez acteurs de ce monde en pleine mutation, prenez soin de vous, restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.